Donc Aspasie fête ses 30 ans cette année, vous le savez, 30 ans donc de militance, de défense des droits fondamentaux des personnes qui exercent le travail du sexe, avec l'objectif de promouvoir la citoyenneté et finalement favoriser l'autodétermination. Alors, dans ce débat, c'est plutôt de poser la question, de partager et d'alimenter le questionnement sur la pertinence et la possibilité donc de créer un syndicat de travail du sexe à Genève ou peut-être une branche de travail de sexe dans un syndicat généraliste à Genève, voire, pourquoi pas, de renforcer la dimension syndicale d'Aspasie. Alors, pour en parler, je vais vous présenter Aggie Foldasi, qui est sociologue et également membre du comité de Aspasie. Elle va nous parler de la dégradation des conditions de travail d'une manière générale, car ça ne concerne pas seulement les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe, mais aussi tous les travailleurs et les petits indépendants. Elle va aussi nous parler des moyens dont Aspasie dispose pour y faire face, et de la difficulté peut-être aussi de mobilisation dans les métiers du sexe. Angelina, travailleuse du sexe au Paki, elle nous parlera finalement des revendications des travailleuses du sexe qu'elle représente. Et à partir de là, on pourra voir de quelle manière une structure peut y répondre. Valérie Boux, secrétaire syndicale donc, au site. Nous verrons avec vous finalement comment vous avez déjà développé votre action dans les secteurs très fragilisés et vulnérables. Et c'est aussi un moyen pour vous de témoigner quelque part que les personnes qui finalement travaillent dans la précarité ne s'organisent pas forcément toutes seules. Et ça sera peut-être un exemple qu'on devra développer. Et puis Thierry Schaffhauser nous parlera des mouvements syndicaux internationaux et de sa précieuse expérience, on va dire, en tant que cofondateur du STRAS, un syndicat de travail sexuel en France, et président de la branche Sex Work dans le 3e syndicat, je crois, généraliste britannique, GMB. On va dire ça comme ça. Alors, je disais, Aggie, on parlait de difficultés, on parlait de précarité, mais avant tout, est-ce qu'on peut avoir une idée de votre parcours, que vous puissiez un petit peu vous présenter? Bonsoir à tout le monde. Donc pour préciser d'où je parle, je participe à ce débat, même tout en étant sociologue, en tant que représentant du comité, donc du comité d'Aspasie, dont je fais partie depuis 2005. Et je ne suis pas une experte de la question syndicale en tant que telle. Je connais l'association depuis 12 ans. J'ai commencé la collaboration avec Aspasie en faisant de la recherche, donc plusieurs projets. Et actuellement, en tant que membre du comité, je représente l'association dans les mécanismes de coopération contre la traite des êtres humains. Et comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas francophone, je suis hongroise. Donc une autre activité avec l'association, je fais l'interprète lors des visites dans les salons de massage où il y a des hongroises pour les médiatrices d'Aspasie qui font les préventions dans ces salons-là. Donc tout ça pour vous dire que je n'ai pas l'expérience concrète du travail du sexe, mais j'ai quand même une vision d'ensemble sur les activités de l'association depuis une dizaine d'années. Merci. Peut-être Valérie, tu pourrais peut-être nous donner un petit peu ton parcours et puis peut-être nous dire un petit peu, finalement, qu'est-ce qui t'a motivé à être présent ce soir à ce débat? Oui, donc je travaille au syndicat CIT comme secrétaire syndical depuis 23 ans maintenant. J'ai participé à l'organisation de salariés dans divers secteurs, des secteurs privés et publics. Et puis, effectivement, à partir du moment où on propose de parler du syndicat, de comment fonctionne un syndicat, eh bien, c'est avec plaisir que je participe à ce débat, qui est un débat quand même assez complexe et puis qui mérite qu'on s'y intéresse. Très bien. Angelina, est-ce que peut-être on peut avoir une petite idée de ton parcours? La raison de ta présence, on l'imagine, mais quand même. Alors, moi, je suis Angeline, je suis travailleuse de sexe ici au Paki. Et moi, je me suis engagée avec le comité d'Aspasie il n'y a pas longtemps.
Et les faits, ça a commencé depuis le projet de loi de l'UDS, ouais, qui voulait quitter la prostitution de la rue de Paquis. Elle voulait interdire complètement la prostitution dans les rues parce qu'elle disait que la prostitution c'était un spectacle effrayant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hallucinant et c'est là que j'ai décidé de m'engager parce qu'il y a beaucoup de mes collègues qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être ici à parler. Alors, il faut que quelqu'un de nous on le fait parce qu'on a des revendications à faire et nous, on n'est pas, comment dire, nous, on n'est pas le problème. On subit les conséquences de toutes ces violences qu'il y a dans le quartier. Alors, je me suis fait avant. Et voilà, je suis là. Thierry, tu peux peut-être te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours qui t'amène ici. Bonjour camarades, puisqu'on est ici entre travailleurs et syndicalistes, peut-être futurs syndicalistes. Moi je suis travailleur du sexe depuis à peu près 10 ans. J'ai commencé à travailler dans la rue à Paris. Et puis maintenant je suis escorte, je travaille aussi dans l'industrie du porno. Et je vis à Londres depuis 4 ans. Donc ce dont je vais parler, c'est de mon expérience de syndicaliste et d'organisation dans l'industrie du sexe, que ce soit en France ou au Royaume-Uni, avec des contextes qui sont assez différents, bien que les lois sont en fait assez similaires, mais avec une application qui est assez différente, et aussi une organisation syndicale qui est assez différente, puisque au Royaume-Uni, maintenant, on est affilié à un syndicat généraliste. Donc je peux parler des difficultés dans chacun des contextes, peut-être des revendications, peut-être la façon de s'organiser, des difficultés de s'organiser, parce qu'en fait, une fois qu'on est dans le syndicat, c'est le travail continue. Ce que je veux dire, c'est que souvent, il y a certaines personnes qui disent « Oui, qu'est-ce que le syndicat peut faire pour moi ?» Mais en fait, le syndicat, c'est un véhicule. Et le véhicule, il n'avancera pas si les travailleurs eux-mêmes ne feront pas l'effort de le faire avancer. Merci. Alors je reviens vers toi, Guy. On parlait de la dégradation, finalement, des conditions de travail. Est-ce que tu peux nous en parler? Merci. Oui, dégradation des conditions de travail, c'est quelque chose que Aspasie constate depuis quelques années déjà. C'est une bonne dizaine d'années. L'association note plusieurs choses, donc d'une manière générale, indépendamment de la dégradation. Dans le marché du sexe, une très forte présence des personnes migrantes, une très forte mobilité de ces personnes migrantes, et aussi une très grande hétérogénéité en termes de l'offre et aussi de la demande. Donc qui propose quoi? Il y a deux grandes, enfin vous le savez aussi bien que, enfin la plupart des personnes présentes dans cette salle savent peut-être aussi bien que moi, il y a deux grands lieux d'activité, donc on peut travailler à l'intérieur, on peut travailler à l'extérieur, et en fonction de ce lieu de travail ou ces conditions de travail, ben justement on a des ressources différentes, on a des cas de figure de l'exploitation différentes. Donc déjà il faut poser ce décor de base de l'hétérogénéité pour ensuite parler de dégradation des conditions de travail qui se vérifient pas seulement pour le commerce du sexe, mais aussi pour le travail des salariés de manière générale, ou aussi des indépendants. Donc là, je pense à des phénomènes comme le travail en intérim, la prolifération dans plein de milieux différents des contrats à durée déterminée, les sous-traitances, voire même le sous-sous-sous-traitance des contrats, ou en l'occurrence pour ce qui est le commerce du sexe, la sous-traitance des sous-locations des locaux. Donc on pense à tous ces phénomènes-là. Je parlais de migration, là encore, pas seulement pour le commerce du sexe, mais d'une manière générale, les personnes migrantes sont souvent plus exposées encore aux abus et à l'exploitation que des travailleurs autochtones. Très bien. Alors, en entendant ça, j'ai envie de me retourner vers toi, Valérie, parce qu'on parlait tout à l'heure finalement de l'action que vous menez vers les secteurs très fragilisés et vulnérables. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de détails de comment vous fonctionnez, car peut-être qu'on peut voir un rapport quelque part entre les conditions qui sont dégradées pour les travailleuses et travailleurs du sexe et peut-être pour les personnes qui sont finalement qui opèrent dans des situations où c'est déréglementé, dérégulé, sans contrat, etc. Donc, comment fonctionne le site à ce titre-là? Disons, effectivement, on constate d'une manière générale
des conditions de travail dégradées sur le marché de l'emploi en général. Et puis, sans aucun doute que les grandes tendances qu'on peut observer sur le marché du travail vont peut-être être décuplées dans un contexte comme celui-là, le travail du sexe ou des situations de précarité ou d'illégalité. Donc, effectivement, il me semble que d'abord, il faut commencer par présenter ce qu'est un syndicat et comment ça fonctionne, si vous me le permettez, parce qu'effectivement, ça permet de voir un peu plus à quoi ça sert un syndicat, comment ça fonctionne, et ainsi on peut voir dans quelle mesure c'est une structure appropriée pour défendre les intérêts ou non des travailleurs et des travailleuses du sexe. Alors parlons justement comment fonctionne le site à Genève, et après on parlera avec Thierry comment ça fonctionne finalement en France et en Grande-Bretagne, voir s'il y a des parallèles à faire. Bien, alors tout d'abord ce qu'il faut dire, c'est qu'un syndicat, c'est une association. Ça fonctionne comme n'importe quelle association, c'est-à-dire qu'en Suisse, il y a l'article 60 du Code civil qui prévoit qu'on peut constituer des associations. Alors, le syndicat CIT en particulier, est un syndicat interprofessionnel qui regroupe tous les secteurs, qu'on soit dans le privé ou dans le secteur public. Alors, au fond, il organise les travailleurs et les travailleuses pour promouvoir et défendre leurs intérêts, améliorer leurs conditions de vie et de travail. Et donc, on devient membre du site en adhérant au syndicat. Les membres du site sont des salariés qui adhèrent de façon individuelle au syndicat. Et peut-être, si on peut préciser, est salarié, une personne qui s'engage auprès d'un employeur, que ça soit par un contrat oral ou un contrat écrit, pour exécuter un travail contre rémunération. Alors, évidemment, c'est une forme de contrat précise duquel on déduit des charges sociales pour la retraite, en cas de chômage, en cas de maternité, d'accident. Et puis, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent. Le syndicat, c'est une association qui est indépendante. Et puis, donc, pour garantir cette indépendance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des patrons, eh bien, le syndicat n'est pas subventionné. Ça veut dire qu'il vit seulement de la cotisation de ses membres. Alors, pour que vous ayez une idée, ça représente 0,7% du salaire. Et donc, quand on devient membre, on paye une cotisation. Alors, si on gagne 3 000 francs, ça fait 21 francs par mois. Alors, évidemment, que ça garantit la solidarité, parce que ceux et celles qui gagnent beaucoup, ben, ils cotisent plus. Et puis ceux qui gagnent peu, évidemment, ils cotisent plus modestement. Le syndicat, pour pouvoir fonctionner, il dispose d'un secrétariat, de locaux, de professionnels spécialisés pour appuyer l'action de ses membres. Il tient des permanences, il reçoit les travailleurs et les travailleuses, et puis il dispose d'une caisse de chômage. Alors au fond, à quoi ça sert un syndicat? C'est ça la question probablement. Un syndicat, ça a plusieurs axes de travail. Le premier axe de travail, c'est la défense individuelle. Alors, le syndicat, il reçoit ses membres pour répondre à leurs questions, pour les informer sur leurs droits, les accompagner dans leur démarche auprès des employeurs, auprès des patrons, et puis trouver des solutions, négocier s'il y a des problèmes. Puis s'il le faut, si ça ne s'arrange pas, le syndicat accompagne les personnes devant le tribunal, fait des procédures, ou bien des recours en cas de problème de permis de travail, enfin ces choses-là. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet,
c'est la défense collective. La défense collective, c'est que le syndicat, il organise ses membres, ces membres se réunissent par secteur professionnel. Alors il y a la construction, la vente, le secteur public, enfin tous les secteurs possibles et imaginables. Et puis, ces membres décident ensemble des actions qu'ils veulent entreprendre pour améliorer leurs conditions de travail. Ça peut passer par la dénonciation publique, des manifestations, des grèves, des pétitions, des procès exemplaires. Et le syndicat, c'est donc une organisation démocratique où on prend des décisions en commun et puis de façon transparente. Juste pour clarifier peut-être, parce que on sait que au niveau du travail du sexe, il y a à la fois du travail indépendant et puis il y a du travail salarié, ou pas vraiment. Hein. Alors, comme on est une organisation de salariés, je crois qu'il faut bien comprendre de quoi il s'agit. L'action collective, au fond, c'est que on essaye d'améliorer les conditions de travail par la négociation. Ça veut dire quoi? C'est que quand on est salarié, on a un contrat qui est signé avec un employeur, et puis ces contrats de travail, ils doivent respecter des minimaux légaux. Mais en Suisse, les minimaux légaux, prévus par la loi sur le travail, par le code des obligations, enfin par la loi, ils sont très faibles. Par exemple, il n'y a pas de salaire minimum obligatoire. Donc, l'action collective, elle consiste à chercher les moyens de négocier des améliorations de ces conditions de travail, de signer des conventions collectives de travail dans les branches et donc d'améliorer comme ça les conditions minimales légales qui existent. Faire en sorte qu'on ne soit pas tout seul à devoir chaque fois négocier avec l'employeur lorsque l'on est engagé. Et donc faire en sorte que cette convention collective, elle s'applique à tous, à toute la branche, et que les conditions de travail, elles soient réglées de manière négociée sur le salaire, la durée du travail, la protection sociale, la durée des vacances, etc. Alors Valérie, on reprend ça tout de suite. Je crois qu'il y a une personne du public qui veut intervenir. Attendez, on va vous apporter un micro, ça va être plus simple. Caroline, s'il te plaît. Et si vous voulez bien vous présenter. Alors bonsoir, je m'appelle Hieronymus. Dans un autre contexte, je connais bien la fonction du travail et je connais très bien l'activité du site. Et toute la démonstration qu'a fait Madame Buch, en fait, elle est très importante pour comprendre la nécessité de créer un syndicat qui sort du cadre. Aujourd'hui, quels que soient les syndicats, le fait de la loi sur la prostitution qui se résume à quelques articles et quelques règlements cantonaux qui sont principalement inspirés de Neuchâtel et de Fribourg, font en fait que toute personne qui ne se déclare pas à la police, toute personne qui ne se déclare pas à l'AVS n'a aucun statut. Et ce que j'aimerais que Madame Buch explique, c'est la difficulté légale, puisque en fait il n'y a pas de convention collective, que rencontrent les syndicats pour pouvoir défendre les intérêts de femmes qui vont être dans la grande détresse sanitaire, qui vont être dans la grande détresse sociale, et qu'elle vous explique en fait qu'est-ce qu'il faut faire à travers une association à type syndical, mais plutôt un cercle de travailleurs indépendants dans lequel ça ne peut pas s'inscrire dans le cadre des travailleurs, ça sera une socio-professionnelle plutôt à tendance patronale, pour qu'en fait on arrive bien à comprendre quel est le schéma qui va faire évolutif. On va avoir M. Schaffhauser qui va nous expliquer que le statut de travailleur indépendant en Angleterre n'a pas du tout la même législation qu'en Suisse. Donc en fait, il a la possibilité de faire des passerelles avec les travailleurs par des épiphénomènes et ils ont pas à pas un travail de fond. Et en fait, la question directe, Madame Buch, c'est une femme travailleuse du sexe dans un salon de massage vient vous voir parce que elle n'a pas de statut.
elle est malade, elle ne peut plus travailler. Donc elle va essayer de venir vers vous, comme d'autres Sud-Américains leur ont dit, si tu as un problème, va au SIT parce qu'ils sont extraordinaires, ce qui est vrai pour vous d'ailleurs. Et donc ce que j'aimerais que vous expliquiez, c'est quel est le décalage entre ce que vous faites au quotidien et ce que pouvez-vous faire pour ce cas particulier. Et c'est là en fait toute la genèse du syndicat qu'il va falloir réfléchir et penser. C'est bien tout le propos et toute la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris la situation, dans la plupart des cas, si on est dans un salon ou dans d'autres lieux de ce type, de fait, effectivement, on ne travaille pas contre un salaire, mais on va payer une espèce de loyer en quelque sorte. Et donc, par conséquent, les règles sont différentes, n'est-ce pas ? On a effectivement des contrats de travail, par exemple, dans les cabarets. On a des contrats de travail dans les bars à champagne, mais c'est pour faire un certain type d'activité. Et évidemment, ce type d'activité, c'est pas le travail du sexe. Donc, la difficulté, au fond, c'est de poser les demandes et les revendications, et puis de savoir très précisément à qui on les adresse et comment on s'organise pour faire entendre ces demandes. Parce que si effectivement on a affaire à des propriétaires de salons ou à des propriétaires d'immeubles qui pratiquent des loyers usuraires ou ce type de problématique, j'ai cru comprendre que c'est un peu de ça qu'il s'agit, alors effectivement, au fond, quelle que soit la thématique, les mécanismes d'organisation sont les mêmes. D'accord ? C'est sûr qu'un syndicat de salariés repose toute son action sur le droit du travail, sur le droit des assurances sociales, voilà. Et c'est dans ce contexte-là que collectivement, il va essayer s'organiser avec les salariés, pas pour, mais avec eux. Sans ça, évidemment, il n'y a rien qui se passe. Et je partage la remarque en préambule qui est essentielle, qui a été dite tout à l'heure. Simplement, toute la difficulté, c'est d'établir de manière collective les revendications et les problèmes, les lister, les faire émerger, et puis ensuite se donner des moyens collectifs pour dénoncer cette situation, la dénoncer publiquement, faire un travail de lobby. Au fond, c'est le troisième volet du syndicat. J'ai parlé de la défense individuelle. Il y a la défense collective pour obtenir des contrats ou des conditions particulières pour améliorer les conditions de travail. Et puis, il y a au fond le troisième volet du syndicalisme qui est le volet de l'action politique et sociale. Et puis, cette action politique et sociale, c'est au fond, promouvoir la défense des intérêts des travailleurs en menant une action de lobby, de pression, d'apparition publique, de lister ce qui au fond ne convient pas, et puis de pointer du doigt les lieux où ça ne fonctionne pas. De dire, ben voilà, on a 15 personnes, 20 personnes qui nous disent, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, c'est toujours la même histoire, etc. Et donc de pouvoir tenter de trouver des accords négociés pour améliorer ces conditions-là. Alors au fond, c'est ça. Si je puis me permettre justement, il faut savoir qu'en Suisse, évidemment, contrairement à la France, on va passer au Stras pour avoir un petit peu ton expérience et en profiter. Ici, on n'a pas à se battre pour la légalisation. Alors, ce n'est pas le cas dans un pays abolitionniste comme la France. Comment ça fonctionne alors ? Que ce soit en France ou au Royaume-Uni, parce que c'est le même système abolitionniste,
on est forcément travailleur indépendant, autrement on est une victime de proxénétisme. Et le but du système, c'est de nous réinsérer socialement, de nous faire arrêter la prostitution. Donc les personnes qui sont contrôlées par la police et qui du coup doivent payer des impôts, pour payer des impôts, on doit cocher automatiquement travailleur indépendant. Les employeurs aussi n'ont pas intérêt à être visibles en tant qu'employeurs, sinon eux-mêmes seront criminalisés. Et je pense que de la part de la communauté aussi, il y a une volonté d'indépendance. Par exemple, le STRAS revendique aussi la création d'un statut de travailleur indépendant. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de salariat. Ou en tout cas, à mon sens, je pense qu'il y a beaucoup de relations de travail qui s'apparentent au salariat. Donc par exemple, toutes les agences d'escorte, officiellement, elles ne vendent pas du sexe, elles vendent des services d'accompagnement. Après, dans la rencontre entre le client et le travailleur du sexe, dans la rencontre privée, il peut se passer du sexe ou pas, mais c'est plus l'affaire de l'agence d'escorte. Donc c'est via un peu cette hypocrisie d'interprétation de la loi que, en fait, se crée une relation d'employeur-employé, mais qui reste cachée. C'est-à-dire officiellement, on est client d'une agence qui va nous fournir un service de rencontre, mais il y a une invisibilisation de cette relation entre travailleur et employeur. Là où on pourrait peut-être faire une comparaison, c'est par rapport au striptease, au club de striptease, parce que là, c'est légal au Royaume-Uni. Récemment, il y a une danseuse qui a porté plainte contre Peter Stringfellow, qui est le patron de la plus grande chaîne de striptease au Royaume-Uni, et elle a gagné en première instance la reconnaissance de ce statut employeur-employé, comme quoi elle aurait dû avoir un contrat de travail, donc avec une protection sociale, c'est-à-dire que l'employeur se doit de payer des charges patronales. Donc je pense que peut-être qu'on peut arriver aussi vers ça, peut-être que le rôle du syndicat, c'est aussi de lutter pour qu'il y ait une reconnaissance d'un contrat de travail avec une protection. Mais je crois qu'en fait, c'est surtout quel est le choix des travailleurs. Soit on veut un travailleur indépendant, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas à subir des ordres avec des horaires précis, etc. On travaille comme on veut. On n'a pas... Alors justement, j'ai une question à te poser, Thierry, parce que tu as l'expérience donc avec le STRAS finalement d'avoir un syndicat à part entière. Tu vas nous parler peut-être aussi des revendications du STRAS. Et puis avec la branche prostitution sex work OGMB, tu as l'expérience justement l'autre option, enfin l'autre possibilité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas être un syndicat du travail sexuel comme c'est le STRAS, mais d'être une branche finalement dans un syndicat généraliste. Parce que on peut se poser la question de savoir si finalement d'être une branche dans un syndicat généraliste, est-ce que ce n'est pas quelque part finalement, disons, une certaine reconnaissance, une reconnaissance qui peut peut-être même déborder sur une certaine solidarité des autres branches. Alors j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça. Je pense que c'est tout l'intérêt d'être affilié à un syndicat généraliste en fait. C'est qu'effectivement, tout d'un coup, symboliquement, on devient légitime en tant que travailleur et en tant que syndicaliste. Et effectivement, il y a des solidarités qui peuvent se nouer avec d'autres travailleurs, avec d'autres syndicats, dans un sens comme dans l'autre. Nous aussi, on va aller, par exemple, dans des picket lines pour soutenir d'autres grévistes, etc. Et aussi, alors ça c'est peut-être particulier au Royaume-Uni, je ne sais pas, mais il y a ce qu'on appelle le Trade Union Congress, où les syndicats sont unis au sein de cette même fédération. Et à travers le TUC, on peut passer des motions pour avoir des politiques reconnues par l'ensemble du mouvement syndical au niveau national. Donc, on a passé des motions pour pousser au débat sur la décriminalisation, la reconnaissance du travail, le droit à la syndicalisation. Et c'est aussi comme ça, petit à petit, qu'on arrive à convaincre certaines personnes. Bon, le JMB, on a eu l'affiliation depuis 2002, mais je pense que dans d'autres syndicats, il y a encore des personnes qui sont prohibitionnistes, qui ont un problème avec le travail sexuel. Donc en fait, je pense que le gros du travail que j'ai fait moi, en fait, c'est surtout ce travail de lobby auprès des autres syndicalistes. Parce que c'est pas... une fois qu'on est dans le syndicat, en fait, c'est pas complètement gagné. Faut encore convaincre les gens, même dans le JMB, en fait, parce que le problème aussi d'un syndicat généraliste, c'est que c'est assez patriarcal. C'est quand même
majoritairement des hommes âgés, hétérosexuels, qui ne comprennent pas forcément la situation de migrantes, majoritairement de femmes, de jeunes queers, etc., qui peuvent être un peu, comment dire, freak out un peu. Enfin, je pense qu'il y a il y a une position de soutien officielle qui est très importante, mais après dans la pratique, comment leur convaincre qu'une petite branche assez jeune, de travailleurs assez jeunes, comment nous faire prendre sérieusement, de mettre les moyens, de ne pas bloquer pour faire imprimer les tracts, quand on veut faire une action qui nous dit... parce qu'il y a plein de règles. Enfin, après, c'est s'adapter aux règles du syndicat généraliste. Alors que c'est vrai que le STRAS, il y a quand même l'avantage qui est que c'est nos propres règles. Le STRAS ou le JMB? Le JMB, on paie une cotisation de... on est tous part-time en fait, ça a été accordé avec le syndicat, donc de 6,50 livres par mois. Et je crois qu'on reçoit 10% pour notre branche. Mais même ce qu'on dépense par rapport à notre branche, qui est surtout, je sais pas, production de matériel, de recrutement par exemple, ça doit être autorisé par la région du syndicat. Donc s'il y a un truc qui ne leur plaît pas, par exemple, ils peuvent bloquer. Au STRAS, on a une cotisation de 10 € par an, qui est assez faible, mais c'est aussi parce qu'on voulait essayer d'inclure même les personnes les plus précaires. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup recruté via les associations de santé communautaire, donc aussi il y a une majorité de travailleuses de rue, par exemple. Ce qui est complètement différent en Angleterre, où c'est majoritairement des escortes, en fait. Alors on va parler également avec Angelina dans quelques minutes et également aborder les revendications que peuvent avoir les travailleuses du sexe ici à Genève. Avant, j'aurais juste peut-être qu'on revienne à Guy sur cette notion, donc on parlait tout à l'heure d'Aspasie. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler des statuts d'Aspasie? Parce qu'il faut bien comprendre qu'Aspasie n'est pas un syndicat, que Aspasie est subventionné par la ville et en partie par le canton, alors qu'un syndicat ne peut pas l'être. Est-ce qu'on parlait de l'aspect peut-être de renforcer l'aspect syndical d'Aspasie? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Avant d'aborder cette question, je voulais juste apporter encore quelques précisions et rebondir sur ce que vous venez de dire dans le public, sur le fait que le travail du sexe est effectivement légal en Suisse, à condition de l'exercer en tant qu'indépendant. Dans ce sens-là, il y a des similitudes par rapport à la cas de figure, même dans les pays abolitionnistes, tout en sachant que la Suisse est un régime réglementariste, donc très différent. Il y a un hic à toute cette question d'indépendance, c'est de nouveau le fait qu'il y a des migrantes qui exercent en grande majorité. Donc on se retrouve avec des situations complètement floues où les mêmes personnes travailleuses du sexe sont considérées par une administration comme étant des indépendantes, donc pour le RAVS ou encore pour le cartage auprès des brigades des mœurs, mais elles sont assimilées à des personnes salariées par l'Office des migrations et par ricochet par les offices cantonaux de la population. Donc des cas de figure complètement paradoxales. Et à part cette assimilation-là, qui relève dans quelque sorte d'une politique anti-migratoire, il y a une limitation des ressortissants de certains pays qui peuvent ou ne peuvent pas exercer le travail du sexe de manière légale en Suisse, et aussi une grande dépendance tout court des personnes, là on parle de travail dans les salons essentiellement et dans les services escortes, qui dépendent maintenant des gérants des établissements pour faire la demande de leur permis de séjour. Donc en fait, cette nouvelle régulation, notamment dans le canton de Genève, avec la loi de la prostitution qui est entrée en vigueur en 2010, il y a ça relève encore la dégradation des conditions de travail. Il y a une dépendance accrue des travailleuses, des gérants d'établissement, qui pourtant, aux yeux de la loi, sont des indépendantes. Donc ça c'est quelque chose qui rend, à mes yeux en tout cas, plus complexe l'organisation au sein d'un syndicat. Voilà, je m'arrêterai là et après je reviens sur la question sur... Oui, mais tu parlais de dépendance, mais je crois que c'est l'article 195 du Code pénal qui finalement interdit cette relation entre le gérant de salon et la personne qui se prostitue. Et pourtant... Pardon ? Excusez-moi. Ce que je voulais juste dire, après je m'en arrêtais là, c'est parce que ça sort de mon cadre légal. Quand il y a un décalage, un travailleur indépendant qui exerce pour un patron qui ne le prend pas comme salarié, il y a la règle des 35% du temps. Ça veut dire qu'aussi bien en France qu'en Angleterre, qu'en Suisse, qu'en Allemagne, quand vous travaillez comme des travailleurs indépendants, si vous travaillez pour quelqu'un entre 35 et 45%, de fait, par la loi,
vous êtes un salarié. Et de fait, par la loi, vous êtes assujetti à l'AVS et vous pouvez, à ce moment-là, être pris en charge par les syndicats. Et c'est là, justement, toute l'ambiguïté de l'histoire. C'est qu'un syndicat ne va pas s'ouvrir pour toutes les populations. Un syndicat représente des intérêts de personnes qui sont volontaires. Il va y avoir des choses à régler quant au statut d'entrée sur le territoire de Schengen qui permet de pouvoir avoir accès ou pas aux 90 jours. La grande difficulté par rapport au STRAS et par rapport à l'Angleterre, c'est qu'il y a le Commonwealth. Donc avec le Commonwealth, il y a énormément de populations qui peuvent rentrer dans les quotas parce qu'en plus, il y a les villes, il y a les districts qui jouent. Nous, à Genève, on a un avantage, c'est qu'on est tout à construire sur la protection de travailleuses indépendantes parce qu'il y a une volonté politique. Et les élections du 17 juin le prouvent bien sur la sécurité, sur la santé publique, mais c'est aussi sur la prostitution. Et je pense que ce qu'il faut réfléchir, c'est à une entité qui permette à des femmes isolées parce que d'origine diverse, elles puissent s'identifier pour pouvoir justement ne pas passer pour des harpies ou des suffragettes quand elles vont débarquer au Conseil d'État pour demander qu'il y ait une action en faveur des régies qui permettent de leur faire, même si elles n'ont pas toutes les règles, la location de leur appartement dans lequel elles sont là depuis 5 ans et qu'elles viennent depuis massivement 3-4 mois de recevoir un rendez-vous au bout des conciliations et des loyers où elles vont gagner parce qu'elles sont des femmes seules et que pour l'instant il y a un grand vide. Mais en fait, c'est cette réflexion de base. C'est subventionner, il faudra. Les femmes n'ont pas assez d'argent, ou ne veulent pas en donner assez. Mais le syndicat en tant que tel, il faut lui trouver une forme. Et je pense qu'il faut être inventif sur ce domaine-là. Et ce que j'aimerais demander à M. Schaffhauser pour que les gens comprennent bien, quel est le pourcentage de la population des escortes et des travailleurs et travailleuses du sexe qui ont adhéré à votre syndicat et qui ne sont pas dans la détresse? Est-ce que c'est plutôt des nationaux? Est-ce que c'est plutôt des revendicatifs par ailleurs? En France, au STRAS, il y a à peu près, je pense qu'on approche des 500 membres. Le problème en France, c'est que c'est difficile. Enfin, officiellement en France, il y a 20 000 prostituées, mais c'est un chiffre qui existe depuis 40 ans qui est faux. Donc je peux vous donner des faux chiffres, mais en fait, on ne sait pas combien on est. Oui, 500 personnes, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai que sur des milliers de personnes, ça ne représente pas forcément énormément. Maintenant, en termes de détresse, ça dépend de ce qu'on appelle la détresse, quoi. Je pense qu'on a tous des problèmes économiques. Je pense qu'on a... voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on fait le travail sexuel. C'est une stratégie économique, souvent quand on peut être vulnérable. Si on parle de travail forcé, je ne pense pas qu'il y ait de membres au STRAS qui soient victimes de travail forcé. Je ne pense pas qu'elles seraient intéressées à rejoindre un syndicat. Au Royaume-Uni, je pense que la population, les membres du syndicat sont un peu plus... il y a moins de migrants, ou alors les migrants de l'Union européenne, donc plutôt du Nord, et majoritairement des escortes, oui, donc des personnes qui sont beaucoup plus confortables dans leur activité, oui. Mais le nombre d'adhérents est moindre en même temps. Donc voilà. Alors peut-être qu'on va demander à Angelina de nous dire un petit peu son sentiment déjà sur cette première partie et quelles sont les revendications des travailleuses du sexe ici à Genève. Alors, moi, ce que j'aimerais demander à Madame de Dicit, c'est est-ce que nous, on peut créer vraiment une différence entre le travail dans le salon et le travail dans la rue? Ça veut dire, si vous travaillez dans un salon, vous êtes indépendante, et si vous travaillez dans la rue, vous êtes au contraire. Si vous travaillez dans un salon, vous êtes salarié, si vous travaillez dans la rue, vous êtes indépendante. Est-ce que nous, en Amareille, c'est surtout une des revendications qu'on a fait quand on a fait la réunion avec mes collègues, c'est que nous, en Amareille, que dans les salons, il n'y a pas de mecs, il n'y a que des prostituées. Si un salon, c'est à une fille qui soit... Dans son salon, il y a, je ne sais pas, 10 filles, qu'il y a quand même une prostituée qui sera dedans. Qu'il n'y a pas un mec qui est derrière à gagner sur notre dos, à gagner des sous parce que lui, l'appartement a le double de ce qu'elle le paye. Nous, on a marqué qu'il y a des salons qu'il y a que des filles qui travaillent dedans. Même la patronne del salon elle doit être une prostituée. Nous, c'est une des premières revendications qu'on a sorties de la réunion qu'on a fait. Et une deuxième revendication,
c'est la situation du logement, parce que justement c'est strictement lié à ça. Et on subit l'exploitation de certains établissements, de certains propriétaires de logements à Genève, qui font payer les filles des chiffres absurdes. En ce moment, pour vous dire, il y a un monsieur qui est en train de faire payer 20 francs pour monter dans un ascenseur. Ça, c'est inacceptable, c'est absurde, c'est illégal même. Et pour nous, c'est vraiment très... Est-ce que je veux faire comprendre à mes collègues, surtout, que si nous on fait un syndicat, la force du syndicat, c'est nous-mêmes. On ne peut pas compter sur une autre personne, c'est nous-mêmes. Et pour avoir une force, il faut faire une cotisation. Il faut que tout on soit unis, qu'on assiste à les assemblées, qu'on soit d'accord avec les projets, que s'il y a quelque chose à dire, vous venez, on dit, on parle tous ensemble. Ça, c'est très important. Parce que ce qui se passe avec Aspacie, c'est que parfois, nous, on ne va pas à Aspacie parce qu'Aspacie ne peut pas faire tout. Il y a certaines choses qu'Aspacie ne peut pas faire, et c'est nous à les faire. Alors, si nous, on s'associe dans un syndicat, c'est pour être présent. La force d'un syndicat, c'est nous-mêmes. Ouais. Claude Raymond, je suis secrétaire de la communauté genevoise d'action syndicale. Je crois que par rapport à la dernière intervention d'Angelina, il y a peut-être une forme juridique qui existe déjà, qui permettrait de solutionner la problématique. Ça s'appelle la commandite. Donc c'est une forme légale de société qui fait que ces commanditaires sont propriétaires de l'objet et on décide le développement, le financement, la répartition des bénéfices, etc. Donc la commandite est un système qui est très ancien. Il était très répandu dans l'imprimerie, parce que bon, je suis typographe, c'est pour ça que j'en parle, mais il était donc très répandu et il fonctionnait absolument à merveille, au sens où les différentes strates des spécialités professionnelles pouvaient en toute égalité participer aux décisions d'investissement, d'agrandissement ou de fermeture de la commandite, quoi. Et quand quelqu'un quitte la commandite, il quitte avec une quote-part qui correspond à l'investissement qu'il a lui-même apporté dans la commandite. Donc c'est ni indépendant, ni employeur, c'est une commandite. Bah, ça, est-ce que ça peut avoir un poids politique? Dans la recherche des solutions, en fait, il faut s'inscrire entre la loi 60 et 64 du droit, parce que ce n'est pas une société à but commercial et ce n'est pas une volonté de chercher un statut. C'est avant tout de créer une organisation qui puisse avoir une force politique, qui permet de déposer une motion auprès du Conseil d'État. Vous faites une pétition, par exemple, vous pouvez réunir les 1000 signatures, allez au syndicat et demandez qu'elle produise une motion, elle sera inscrite au rôle le jeudi soir suivant. Ce que je veux dire, c'est que la commandite, c'est une société commerciale, et là, on doit vraiment s'inscrire dans l'association pour permettre aux femmes qui ne sont pas du syndicat d'avoir aussi la connaissance de ce qu'elles ont quand elles ont des problèmes avec la police, quand elles ont des problèmes avec les environnements sur lesquels elles vont rencontrer. Ce que vous faites à l'Aspacie, mais elles n'osent pas venir. Et ce que dit Angelina, c'est que ça doit vraiment être une histoire de femmes, pour certaines femmes. Et il faut que ces femmes, elles aient confiance en elles, et il faut qu'elles comprennent que l'homme n'est pas forcément une difficulté, mais surtout, ce qu'il faut que vous arriviez, c'est avoir des environnements qui vont vous permettre d'évoluer dans toute cette grande chose juridique et sociale. Vous avez depuis quelques semaines un gars dans l'œil par rapport à une attitude qui vous déplaît. Il y a des grosses dérives. La loi est là pour vous protéger sans faire un syndicat. Vous instruisez une plainte, vous faites une délation, vous faites des flagrants délits, et vous savez qu'au Meurs, il n'y a qu'à peu près 7 ou 8 policiers qui peuvent intervenir, et ils vont peut-être pas pouvoir le faire en même temps, mais c'est ce que je te proposais il n'y a pas très longtemps, c'est écrivez tout ce que vous voulez, allez voir le Conseil d'État, déposez au greffe, et vous allez avoir déjà certaines réponses. Mais le syndicat, ça doit être beaucoup plus ouvert sur l'ensemble de votre problématique.
D'ailleurs, j'ajouterais, Angelina, c'est que, disons, il y a certaines situations qui perdurent, se dégradent, et c'est vrai qu'on a l'impression, peut-être, que finalement, les personnes ne portent pas plainte. Parce qu'on a perdu confiance. On appelle la police parce qu'il y a un monsieur qui est en train de cambrioler une voiture. On s'attend à dire au téléphone, mais vous êtes une pute, madame? C'est quoi ça? Alors, quelle confiance vous voulez que nous on ait pour porter plainte? Il y a une fille qui était agressée. Elle est ici. Le mec, il a cassé les côtes, carrément. La police, elle ne voulait pas prendre sa plainte. Elle disait, de toute façon, ça ne sert à rien, ça va aboutir à rien, c'est inutile que vous portez plainte. C'est elle qui s'est plantée là, il a dit, moi, je vais porter plainte. Vous avez l'obligation de me prendre ma plainte. Oui, un syndicat, il aura une jurisprudence, on aura un avocat et tout ça. Mais ce que je veux que les filles elles comprennent très bien, c'est qu'un syndicat, ça est très subventionné pour nous-mêmes. Alors, il faut cotiser, parce qu'on ne va pas avoir d'aide financière de quelque autre part. C'est nous qui on fait une cotisation annuelle. Avec ces cotisations, on paye le secrétariat, on paye les frais administratifs. S'il faut louer un local, il faut le louer. Et sûrement, Aspasil va nous aider beaucoup en tout ce que ça va être les démarches du commencement. Mais c'est à nous qu'il faut faire tout ça. Et davantage, oui, parce qu'on va avoir une voix. On va être unis, on va être une seule voix. Une voix qui peut avoir un poids politique et qui peut changer beaucoup de choses. Et il ne faut pas attendre que ça va changer tout d'aujourd'hui à lendemain. Les choses, ils se font petit à peu, pas à pas, mais ils se font. Mais pour ça, il faut que tout, on est unis quand même. Sinon, si nous, on ne s'unit pas en ce moment, si on retarde encore pour s'unir, après, on va avoir beaucoup plus de difficultés à le faire. Alors, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je voulais demander à Madame Desit, nous, on ne pourrait pas s'intégrer, vous, notre travail, notre statut comme travailleuse, nous, on ne pourrait pas s'intégrer al site. Pour nous, bon, moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Parce qu'au fond, ça ne dépend pas de moi. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, comme j'ai essayé de l'expliquer avant, c'est que l'organisation du site, c'est une organisation de salariés. Et la difficulté que je vois dans la situation que vous vivez, c'est à la fois une situation de travailleuse légalement indépendante, avec des règles différentes qui s'appliquent, et puis, au fond, les problèmes qui se posent, c'est vis-à-vis des propriétaires d'appartements, des propriétaires ou des gérants de salons, où la relation entre les travailleurs et les travailleuses du sexe et ses propriétaires, c'est pas une relation de contrat de travail. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire que dans un cas comme celui-là, on n'a pas le droit de s'organiser. Dans tous les cas de figure, on a le droit de s'organiser, de se mettre ensemble, d'avoir comme ça de l'argent, d'avoir cet argent, on peut le consacrer à des personnes, à des avocats qui aident à déposer les plaintes, parce que toute seule, c'est sûr, c'est bien trop facile de dire qu'on peut déposer plainte. Chacun sait que c'est très compliqué, et puis qu'on n'ose pas, puis qu'on n'est pas toujours pris au sérieux, puis si on n'est pas accompagné, et puis si... bien sûr que dans tous les cas de figure, c'est important d'avoir des moyens spécifiques pour faire ces démarches. Parce que toute seule, c'est difficile, on n'y arrive pas, on est trop vulnérable, c'est compliqué. Bon. Donc, dans tous les cas de figure, c'est évident pour moi qu'une association s'impose pour défendre les intérêts, vos intérêts, et pour vous donner les moyens de contrer les formes d'exploitation spécifiques que vous connaissez. Ça me paraît assez clair. Maintenant, est-ce qu'on peut, au fond, au site, accueillir les travailleuses et les travailleurs du sexe pour défendre leurs intérêts ?
Pour ma part, je dirais qu'on n'a pour l'instant aucun spécialiste en matière de droit du bail, on n'a aucun spécialiste dans ces domaines-là, et qu'effectivement, pour l'instant, c'est un domaine pour nous qui est très, très différent. Alors justement, ça pourrait peut-être être le rôle quelque part d'Aspasie, enfin, peut-être en voyant ses statuts et peut-être ses limites. Disons, c'est clairement aussi le rôle historiquement de l'association qui a été créée il y a 30 ans pour la défense des droits des travailleuses du sexe. Plus tard, avec l'arrivée du sida, il y a eu quand même le menace d'une épidémie qui a fait que l'association s'était retrouvée dotée des subventions qui sont des subventions par rapport à son rôle dans la santé publique, mais initialement et jusqu'aujourd'hui, un des pivots fondamentaux de l'association, ça reste quand même la défense des droits, mais Aspasie revendique un esprit d'ouverture à toutes les personnes qui sont concernées par le travail du sexe, donc même des occasionnels ou des personnes en situation illégale, etc., et qu'elles travaillent dans la rue, dans les salons, en escorte, etc. Et c'est bien ça qui pose des fois des problèmes de comment conjuguer les intérêts de toutes ces différentes personnes. Et par rapport à ce que vous avez présenté au début sur le fonctionnement du syndicat, je voulais quand même rappeler les similitudes et aussi les différences entre un syndicat et Aspasie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Donc Aspasie aussi est une association. Elle défend des droits, elle mène des actions communautaires, mais elle peut aussi fournir de l'aide individuelle aux personnes concernées. Elle fait un travail d'information ou, si on veut, du lobbying, donc du travail d'information du grand public et aussi du lobbying au niveau politique dans la mesure de ses moyens. La grande différence par rapport au syndicat tel qu'il était présenté aujourd'hui, c'est l'action de prévention et donc l'action de santé communautaire qu'elle fait sur le terrain. Où vous avez parlé des travailleuses du sexe qui ont peur pour venir à Aspasie. Les médiatrices d'Aspasie font l'effort d'aller sur le terrain dans la mesure, de nouveau, là aussi, est-ce qu'on touche tout le monde? Je ne sais pas, mais disons, l'effort est fait. L'autre différence, c'est justement les subventions qui sont là pour des projets spécifiques, qui est une limite à la liberté d'action de l'association par rapport à la liberté syndicale qui dispose de ses cotisations. Une autre différence de taille que moi je vois, c'est le fait qu'un syndicat représente ses membres et Aspasie n'a pas beaucoup de membres travailleuses du sexe, ce qui fait que malgré sa légitimité historique, si on considère la composition de ses membres, elle n'est pas représentative. Donc c'est là en fait où ça peut poser problème, mais par contre, et par son bagage, et par son engagement, je pense qu'elle insiste beaucoup sur la nécessité de défendre des droits. Excusez-moi, Michel. Dan, tu voulais intervenir peut-être? Non, je voulais justement... Oui, je t'en prie, Angelina. Je voulais justement, parce qu'aujourd'hui on parlait avec Thierry, on parlait de la nécessité de que la prostitution soit reconnue comme un travail à tous ses effets. Nous, on paye les impôts, on paye notre AVS, on paye notre casse maladie, on a des horaires, on a des collègues de travail, on a un lieu de travail, mais le nôtre n'est pas reconnu comme un travail en soi, est reconnu comme une activité économique ici en Suisse. Si c'était reconnu comme un travail, les choses, je crois que ça serait beaucoup plus facile. Oui, je voulais juste dire que sur le plan international, ça fait à peu près 10 ans que le BIT reconnaît aux travailleuses auto-employées le statut de travailleur. Il y a eu une décision de la Conférence internationale du travail en 2002 qui dit que une travailleuse auto-employée sont des travailleurs qui ont tous les droits qui sont normalement reconnus internationalement aux travailleurs. Et il n'y a aucune raison pour laquelle l'organisation de travailleurs soit forcément liée à la nature à la relation d'emploi. C'est un choix qu'un syndicat peut faire, de ne pas accepter des membres qui ne sont pas salariés, mais c'est aussi le syndicat peut faire aussi un choix différent. En Inde, il existe une organisation de femmes auto-employées, qui est un syndicat, qui a 1 300 000 membres à peu près maintenant, et bien sûr qu'il négocie.
il négocie avec les autorités publiques, et il négocie avec les intermédiaires quand il s'agit du travail à domicile, etc. C'est-à-dire la relation d'emploi n'a pas besoin d'être centrale à l'identité syndicale. Alors peut-être que des travailleurs ou travailleurs du sexe qui seraient présents dans la salle souhaiteraient peut-être intervenir ou poser une question. Est-ce que c'est le cas? Parce que dans ces cas-là, je vous mettrai évidemment le micro à votre disposition. Ah, bueno, si yo vine, bueno, antes que nada me quiero presentar, yo me llamo Nelly Villanueva Peña y soy trabajadora del sexo aquí en el Paquí. Me dicen Laura Lovel. Yo vine más que nada, porque yo creo que lo que más a mí particularmente hay un grupo de chicas que no vinieron, porque la mayoría de chicas como que son temerosas cuando ven cualquier reunión o algo, ya como que no quieren. La cuestión es de los alquileres, de que nosotras tenemos que pagar en una habitacioncita pequeñita los 100 francos diarios. Es lo que más nos perturba, porque lo otro nosotros lo vamos solventando, uno se va sobreviviendo, pero lo que más pesado se nos hace, verdaderamente, por ejemplo, cuando que chicas me lo han dicho en esta misma semana, tú sabes lo que es una muchacha, una dominicana, que yo soy dominicana antes que nada, igual que yo, una jovencita de 20 y pico de años, me dijo que ella duró 3 días con fiebre en la habitacióncita. Ella me dijo, mire Laura, ella me ven como su madre, y yo me siento que soy su madre. Dice, usted sabe lo que es yo durar 3 días sin bajar, con una fiebre en 39, y la casero o la casera me cobró 300 francos, sabiendo que yo no había bajado a la calle. Y yo le dije, pues por eso es que debemos de ir a esta reunión de aquí y ayudar a la señorita, a esta chica que siempre nos quiere ayudar, y la paciencia, que ustedes no quieren hacer nada más, quieren estar ahí para en la puerta y en la calle, porque eso está mal hecho. Si nosotros habíamos estado en una organización, yo pienso, si hubiera estado, como dice Angelina, un sindicato, quizá el sindicato o hubiera tenido un fondo para por lo menos pagarle la mitad, o hubiese hablado con la casera que por favor, si ella sabía que esa señorita no había ganado dinero, ¿por qué ella tiene que pagar esos 3? Sabiendo, eso es injusto. Eso es lo que... Sí. Je vais un peu résumer, hein, parce que... Donc, je m'appelle, c'est Laura, qui travaille dans le quartier des Paquis, et pour elle, le plus difficile vraiment, c'est la question des loyers qu'elles doivent payer. 100 francs par jour. Elle le commente avec de nombreuses compatriotes. Elle prenait l'exemple d'une femme qui habite dans son immeuble, qui a été malade pendant 3 jours. Elle n'a pas pu travailler pendant 3 jours et elle a dû, malgré tout, payer ces 300 francs. Donc, elles sont, c'est vrai, très nombreuses à dire cela. Hein. On entend ce discours très souvent à Aspasie. Et c'est vrai qu'elles se disent, c'est important de venir ce soir pour transmettre cela, pour le dire. Elle encourageait ses collègues à venir pour transmettre à tout le monde ce qu'elles vivent. Et elle se disait, c'est vrai que si on faisait partie d'un syndicat, peut-être qu'il pourrait y avoir une aide qui nous permettrait de surmonter ces difficultés qu'on rencontre par rapport à ces loyers abusifs. Bonjour, je m'appelle Marisa, je suis travailleuse de sexe depuis l'âge de 20 ans. Je travaillais en France, en Belgique, Luxembourg. Depuis 87, je suis en Suisse. Je travaillais toute la Suisse. J'ai 57 ans. Alors, le problème de maintenant, c'est à cause de l'immigration. Toutes les travailleuses du sexe un peu anciennes
on a énormément de difficultés pour travailler parce qu'il y a énormément de concurrence. Mais les filles qui sont anciennes, par exemple, une fille qui arrive à 20 ans, elle paye le même prix qu'une fille qui a 50 ans, que ça fait longtemps qu'elle travaille ici. La plupart des filles qui sont arrivées maintenant, ils viennent de la communauté européenne. Eux, normalement, ils doivent travailler 3 mois. Ils restent toute l'année. Nous, on habite en Suisse, qu'on a des obligations, on a énormément de difficultés pour survivre. Parce que le loyer, on a une vie privée, on a le loyer, on a la caisse de maladie, on a les impôts, on doit manger, on doit s'habiller, on doit se maquiller, et continuer à vivre. Bon, hein? Et être belle, parce que nous, on vend de la beauté, on ne vend pas de pommes de terre. Alors, je suis désolée, alors, pour énormément de difficultés à cause de ça. Je voudrais savoir, cette dame qui vient de la communauté européenne, combien de temps il peut rester ici? Il n'y a personne qui les contrôle. La police ne vient pas les dire, vous savez arriver, combien de temps que vous êtes là? Ils donnent des permis. Évidemment, les patrons des immeubles, pour eux, ça les intéresse. La preuve, ils ont fait de la cuisine une chambre pour avoir plus d'argent. Alors, l'auteur que ça nous fait à nous, il y a plus de filles. Pour eux, c'est intéressant parce qu'ils gagnent plus d'argent. Mais pour nous, ça nous fait du tort. Parce que plus il y a des filles, moins on travaille nous, parce que c'est la concurrence. Voilà. Les doléances dont vous faites part maintenant sont des doléances qu'Aspasie entend par sa permanence, par les médiatrices qui vont sur le terrain, donc ce n'est pas quelque chose qu'on entend pour la première fois aujourd'hui. Mais je pense qu'une chose est claire, en tout cas je parle au nom de l'association, que par rapport à cette dénonciation de la migration, on peut difficilement entreprendre quoi que ce soit. Bon, parce que je pense qu'on est dans une démarche de solidarité, et c'est dans une démarche d'ouverture d'esprit sur laquelle j'essaie d'insister, qui est... on a eu une journée de réflexion en septembre passé où on a encore une fois confirmé cette volonté d'être là pour toute personne concernée par les travails du sexe, aussi par celle qui est là avec un permis de 90 jours, son permis a déjà dépassé, elle reste là. Aspasie l'accueillerait, ça c'est une chose. Mais ça me ferait bondir pour poser une question à Thierry, parce que ça c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Comment fédérer les personnes qui évoluent dans un univers très très concurrentiel? Moi, je dirais qu'en tant que travailleur, déjà, on ne devrait pas croire aux frontières. Je pense que les frontières, elles sont faites pour diviser les travailleurs et que les capitaux circulent librement partout. Les seules choses qui ne circulent pas librement, ce sont les travailleurs. Et que si on veut s'organiser et se libérer de nos oppressions, le seul moyen d'y arriver, c'est d'être unis. Si on commence à se diviser entre nous, selon quel statut migratoire on a, d'où est-ce qu'on vient, en fait, on rentre dans ce que l'ennemi veut de nous d'intégrer. Et je pense que oui, l'égalité entre chaque travailleur, c'est très important, mais il faut qu'on le nivelle vers le haut. Bon, je sais pas, moi je suis migrant, moi en fait. Je veux dire, je vis dans un pays où je ne suis pas né. On pourrait très bien me dire que en tant qu'étranger, je ne devrais pas avoir le droit de travailler au Royaume-Uni. Peut-être le fait que tu viens du Chili et que tu n'es pas... Enfin, maintenant tu es suisse, mais des gens pourraient avoir une réaction xénophobe. Enfin, je pense qu'après, on tombe dans un piège. Si on commence à faire des différences entre nous de où est-ce que tu viens, quel est ton statut migratoire, etc., on doit se battre pour que tout le monde ait le meilleur statut. Les filles de la communauté européenne, ils ne sont pas là aujourd'hui. Peut-être parce qu'on a besoin de s'unir entre nous et de leur faire comprendre qu'elles sont les bienvenues aussi. Et qu'il faut avoir ce message de solidarité entre nous tous. Et pas commencer à dire « Ah oui, mais celle-là, elle a un tel statut, celle-là... » Je veux dire, je pense que c'est un problème de la Suisse où il y a des statuts complètement différents qui sont hallucinants. Ça m'a l'air assez hallucinant, les lois migratoires ici. S'il y avait un truc plus clair qui soit égal pour tous les migrants, moi je crois à l'égalité entre entre nationaux et étrangers de toute façon. Je pense qu'il n'y aurait pas ce problème-là. Là, il y a de la concurrence qui se crée, qui ne devrait pas avoir lieu. Je pense qu'on devrait être solidaires et unis tous ensemble. Dans l'histoire du syndicalisme, c'est-à-dire que l'on est dans les années 1880-1885, il y avait des enfants de 8 ans qui descendaient dans les caves, qui travaillaient dans les mines. Il y avait
des hommes et des femmes, c'est l'Assommoir, c'est Zola, c'est tout ce que vous allez avoir dans la littérature réaliste. Les syndicats se sont créés à la base parce qu'ils avaient le patronat, quand ils se cassaient la main, ils mouraient sur leur paillasse, on ne les payait pas, on ne donnait rien. Si j'ai compris plus ou moins l'intervention de tout à l'heure, elle donnait l'exemple d'une femme qui va être malade pendant une semaine, qui est indisposée, des choses comme ça, qui ne peut plus travailler, et en fait, elle n'a aucun statut. Et ce que je dis, et je rebondis sur ce qu'a proposé Angelina au départ, sortez du cadre, ne dites pas le syndicat, tatati, dites-vous, on va se réunir. Prenez l'exemple des Mamas Mercedes en Afrique. Elles ont des hommes qui sont des larves à la maison, qui prennent tous les sous, qui ne nourrissent pas les gosses. Elles se sont réunies, elles ont fait une association, elles sont peut-être que 10, mais elles ont donné des sous. Elles ont donné des sous dans un pot. Quand il y a une femme qui est malade, elles prennent l'argent, elles l'amènent à l'hôpital, elles prennent leur gamin dans le dos et elles vont faire 50 km. On est en Europe, il y a différentes sensibilités, il y a différentes lois. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il faut que vous fassiez une association de femmes qui ont un travail particulier. Et à ce moment-là, vous reprenez la genèse de Aspasie, parce qu'Aspasie a quand même été créée par une femme de la rue, pour les femmes de la rue et toutes les femmes qui sont opprimées. Vous faites une filiale et vous faites un pot, c'est-à-dire que vous ne faites pas sur votre revenu, vous mettez 100 balles chaque mois, et au fur et à mesure, vous faites un programme, et avec ce programme, vous allez, comme Aspasie le fait, comme 2 autres associations le font, vous devenez des représentantes quand une loi se décide, avant qu'elle passe à la votation, vous faites partie du procès-verbal. Et après que vous soyez un syndicat, une association, peu importe, faites un groupe, devenez aussi puissante que vous l'êtes dans la vie avec vos atouts naturels, et mettre 100 balles dans le pot pour qu'un jour, vous puissiez avoir une maison close qui a été fermée en 50 par Madame Charcot et que toute l'Europe a suivi, parce que c'est ça en fait qu'il vous faut, c'est des lieux de vie. Ces lieux de vie, la loi l'a interdit avec l'hôtel Barillon par exemple, où on a dit c'est soit des salons de massage, soit des choses comme ça. Vous n'arrivez pas à vous retrouver dans le contexte actuel parce que vous avez en face de vous des hommes, des femmes qui sont dans le crime organisé et qui savent utiliser la loi. Donc pour que vous puissiez faire des pas, il faut d'abord, que vous soyez sud-américaine, européenne ou quoi que ce soit, il faut que vous pensiez à votre retraite, il faut que vous pensiez à la solidarité. Et la solidarité, c'est de vous dire, à chaque fois qu'un homme me donne de l'argent, je mets 1 franc pour moi et pour les autres. Vous faites un pot, vous faites un conseil, un truc un peu tribal, et vous allez arriver à aller de l'avant. Et vous aurez surtout cette fameuse subvention que toutes les associations peuvent demander dans le cadre de l'intérêt général, et ça vous permettra d'avoir vos locaux ou de travailler en synergie avec d'autres associations et de vous y retrouver. Je voulais dire à les filles aussi que nous, la Suisse, elle a signé des accords bilatéraux avec l'Europe. Alors, ce n'est pas seulement les filles qui viennent à travailler dans le sexe, c'est dans tous les secteurs. Il y a de la communauté européenne qui en ce moment ils sont en train de travailler dans tous les secteurs dans la Suisse. Alors, ce n'est pas un problème qui nous concerne qu'à nous. Nous, est-ce qu'on peut faire? On peut exiger, on peut demander des conditions de travail pareilles partout. Comme tu as dit justement, Maritza, on peut demander que les mêmes conditions de travail, c'est pour tout le monde. En tant que tu es déclaré à la brigade des morts, que tu es déclaré comme prostituée, on peut demander que les conditions de travail soient les mêmes pour tous. Voilà, comme ça on ne fait pas une discrimination parce que ça ne serait pas juste. Beaucoup d'entre nous, on a été aussi des filles qui ont été illégales en un certain moment de notre vie ou qu'on a travaillé dans certaines conditions que ce n'était pas très clair. Alors, ce n'est pas juste ça. Mais on peut demander d'avoir des conditions de travail qui soient pareilles pour tous nous. Ça, on peut le faire. Et c'est beaucoup plus facile. Alors, ça, c'est des conditions de travail, Marisa. Si on a les mêmes conditions, on travaille tous de la même façon. Est-ce qu'on disait justement de les prix? Si on a un prix unitaire pour tous, après, ça va solutionner beaucoup de choses. Alors, on a beaucoup entendu donc, les questions, la problématique migratoire. On a parlé de l'usure de ces propriétaires d'immeubles, de salons. Est-ce que la même problématique se pose alors en France avec le Stras ou
le GMB, la branche sex work. Quelles sont les revendications finalement? La problématique pourrait se poser parce qu'il y a des problèmes similaires. Je pense par exemple à la rue Saint-Denis où les chambres, les studios, on doit payer un surloyer qui est 3 fois plus cher que le prix du marché. Donc il y a ce genre de problème qui existe aussi. Mais en tout cas, ce qui est le plus défendu au niveau des revendications, c'est vraiment surtout l'arrêt de la criminalisation. La priorité, que ce soit au Royaume-Uni aussi d'ailleurs, c'est vraiment le gros du travail dans les deux pays a été vraiment de lutter pour changer la loi, pour pouvoir être décriminalisé. Et en fait, oui, c'est beaucoup un travail de lobby quoi, en fait, qu'on fait. Mais c'est là où, en fait, je pense qu'un syndicat est ouvert à tout, quoi. Enfin, un syndicat, oui, c'est une association de travailleurs. Mais après, on peut s'organiser de la façon dont on veut, quoi. C'est-à-dire que si la priorité c'est de faire ce travail de lobby et ça fait partie de l'activité. Enfin, par exemple, on parlait du 19e siècle, les premiers syndicats, effectivement, le GMB s'est créé fin 19e siècle. À l'époque, c'était les travailleurs du gaz, de l'industrie du gaz. Donc au début de la révolution industrielle, avec effectivement des conditions de travail atroces, le travail des enfants, effectivement. Et ça a été une des premières revendications du GMB, ça a été de faire arrêter le travail des enfants. Et GMB, c'est le premier syndicat au monde qui a obtenu la journée des 8 heures, par exemple, où il n'y avait que 8 heures de travail. Ok. Bon, en tout cas, pour la question du travail sexuel, ce que je veux dire, c'est qu'on a une situation ici. On a une situation ici qui est légale. Vous n'avez pas lutté pour ne plus être arrêté par la police. On est dans une situation qui est incomparable avec celle des premiers travailleurs qui sont organisés dans des syndicats, qui luttaient vraiment dans des formes d'exploitation extrêmes. On parle de. Et donc, ce que je veux dire, c'est que notre syndication, elle est possible. Je pense qu'on a du pouvoir. Il faut simplement prendre conscience du pouvoir qu'on a. Si on est ensemble dans un syndicat, on peut avoir énormément de pouvoir. Je voudrais remarquer, moi j'ai remarqué une demande de madame qui a beaucoup voyagé en Suisse pour son activité professionnelle, qui posait une exigence de régulation, et puis une réponse qui est faite, que je partage, du travailleur qui dit on se doit solidarité, quelles que soient nos conditions. Mais ce n'est pas une réponse à madame. Parce que madame, elle est dans un statut d'indépendant qui doit exploiter sa propre force de travail, comme tous les artisans, alors que toi, tu réponds comme un salarié qui peut-être est dans une structure hiérarchisée, je ne sais pas, je présume peut-être à tort. D'accord. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est qu'avant les syndicats, il y avait donc des corporations. Celles-ci, elles correspondaient à une forme d'organisation du travail où compagnons et maîtres se transmettaient un savoir, où les compagnons apprenaient à se créer leurs propres outils. Je ne vais pas faire de l'histoire, mais c'est juste intéressant de se le rappeler. Aujourd'hui, on parle du travail du sexe, où il n'y a pas d'outils spécialisés à créer, où tous ont un savoir à acquérir. Après, il y a des moyens de production qui sont des lieux où on peut exercer dans des conditions sanitaires, sécuritaires nécessaires. Alors je pense que le syndicat est probablement la forme nécessaire et indispensable pour répondre sur le plan des rapports de travail avec des employeurs. Et en ce qui concerne le travail du sexe, je pense qu'il doit s'organiser en association, mais j'appellerais plutôt ça comme une corporation de services, qui seraient ceux du travailleur du sexe, dans lesquels il y aurait deux volets, celui qui entreprend pour lui-même et celui qui entreprend pour le service d'un autre. Et il y a des thématiques qui sont communs à ces deux types de prestations de services qui doivent pouvoir être débattues dans cette corporation. Et c'est dans cette corporation, parce qu'il y a ces deux secteurs, que vous pourrez le mieux, ces deux types de division du travail, vous pourrez le mieux désigner vos objectifs stratégiques et tactiques. Tactique, on s'allie avec ce syndicat. Stratégique, on regarde faire ce type de lobby avec tel type de parti politique ou autre, quoi. Voilà. Alors, je voudrais revenir 2 secondes sur Aspasie, Agi Foldazi. Est-ce que, on parlait tout à l'heure du renforcement de l'aspect
syndicale d'Aspasie. Est-ce que ça pourrait être une piste? En théorie, oui. À l'heure actuelle, faute de moyens, c'est difficile, puisque, comme on avait dit, Aspasie ne subsiste pas grâce aux cotisations de ses membres, mais avec les subventions qu'on reçoit pour des projets qui, pour l'instant, relèvent de la santé communautaire. Qui fait que même si on peut faire l'accompagnement ou on peut accorder de l'aide juridique au cas par cas, voire même on a toujours en attente des plaintes collectives, pour l'instant, ça ne peut pas être un volet principal de l'association à l'heure actuelle, faute de ressources. Par contre, un des aspects que je voulais encore soulever, de nouveau, c'est l'hétérogénéité des cas de figure dans le marché du sexe. Donc là, un des plaintes, c'est l'usure ou les loyers qui sont exorbitants. Une autre difficulté est d'en constituer des preuves. À partir du moment où vous versez ces loyers et vous ne recevez même pas un reçu pour la somme que vous versez, comment prouver ensuite justement, c'est-à-dire c'est ça qui est une des difficultés souvent dans le concret, c'est de comment déposer plainte, parce que c'est à partir de ce moment-là seulement que la police pourrait intervenir. Donc c'est une des questions à investiguer, je pense, dans l'immédiat. Une autre chose, c'est concerne de nouveau les salons de massage où il n'y a pas de contrat de travail, c'est-à-dire il n'y a pas de trace des situations souvent abusives où a priori un statut d'indépendante, et de facto les gérants des établissements imposent toute une série de contraintes en termes des horaires, des prestations à pratiquer, prestations à risque aussi, on est au courant de ça. Là encore, sans trace écrite de tout ça, comment déposer plainte? Je disais que la différence entre vous êtes médiatrice de l'Aspasie, vous êtes des témoins. Dans le monde du syndicat, il y a des visites qui sont faites pour justement, avec des délégués du personnel, des choses comme ça, mettre en avant. Mais tous ces cas par cas ne règlent strictement rien. Moi, ce qui m'intéresserait d'entendre, vous parliez d'Aspasie et de vos différents mandats, c'est vous manquez de femmes qui rejoignent votre projet. La politique, c'est de créer une idée, de réunir et de fédérer des gens dans cette idée. Ce soir, vous avez 60 femmes qui sont là, et ça montre l'implication. Ça représente plus que 10 à 15% des femmes enregistrées sur Genève à ce moment-là. Donc moi, ce que je vous demanderais, vous avez Angelina qui est au comité, faites un travail de fond pour donner des éléments qui donnent aux femmes envie de cotiser 25, 30, 40, 50 francs pour qu'après vous fassiez un projet de réforme sur le fond, avec une demande de subvention, et vous allez travailler dans le cadre du sanitaire, du social, de différentes choses qui vont faire que vous allez avoir d'autres subventions. On ne va pas vous sucrer vos subventions parce que vous faites gêner. La seule chose, c'est que la genèse de votre association, c'est de retrouver le contact avec la population cible qui est en fait aujourd'hui une cellule de votre association, mais dans un syndicat, il y a différentes sensibilités, il y a différents horizons, et on arrive à trouver un exosquelette. Et je pense que la solution immédiate pour les 3 prochains mois, c'est de réfléchir à faire une profession de foi, et que vous essayez avec des travailleuses du sexe de réunir et de fédérer un projet qu'elles vont financer par leurs cotisations. Au-delà du syndicat, au-delà de toute autre chose, vous allez peut-être y arriver par étapes. Et je pense que la revendication qu'on peut entendre depuis ce soir, c'est aidez-nous, on est motivés, mais on ne sait pas par quel fil commencer. Vous avez une structure, je pense que sans chercher à mettre de syndicat, association, les éléments sont là et les aides extérieures sont là pour que justement ça vous soutienne. Oui, j'aimerais intervenir pour dire qu'au fond, c'est pas tellement à nous à dire quelle serait la forme exacte que devrait prendre cette forme d'organisation. Nous, on n'est pas là pour ça. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je pense que ce sont les personnes concernées qui doivent définir la forme qu'elles souhaitent adopter pour leur organisation. Et évidemment que ce que moi je peux recommander, c'est effectivement, au même titre que dans notre syndicat, on n'a jamais fait et on se bat contre toute forme de discrimination, que ça soit entre les sexes, que ça soit entre les religions, que ça soit des formes de discrimination de nationalité,
la bataille entre les frontaliers et les genevois, tout ça pour nous, c'est une manière de diviser les personnes et ça ne fait que profiter aux propriétaires, aux employeurs, aux patrons. Bon, ça c'est clair pour nous et c'est la raison pour laquelle notre syndicat va effectivement défendre aussi bien les sans-papiers, les personnes sans statut légal, que celles qui ont un statut légal. Et que la question n'est pas là. Parce que c'est évidemment le faux problème. Le vrai problème, c'est ce qui a été énoncé. C'est de dire, aujourd'hui, il faut mener la bataille auprès des départements concernés pour dire, voilà, maintenant, on pense qu'il faut que chaque fois qu'il y a une forme quelconque d'engagement dans un salon, il doit y avoir une forme contractuelle écrite, avec les conditions, que chaque fois qu'il y a un loyer, ou voilà, que ça fasse l'objet d'un récépissé, enfin bref, voilà. Toutes ces choses-là bien concrètes, on peut les organiser, les personnes concernées peuvent s'organiser pour dire et pour intervenir auprès des autorités et des différents lieux où elle peut s'allier avec l'ASLOCA en particulier, qui connaît les ficelles des questions de baux et loyers, de l'usure, pour dire on va travailler ensemble et on peut rémunérer l'aide de l'ASLOCA. Voilà, parce qu'ils ont des spécialistes et que ces spécialistes-là, ils peuvent aider pour gagner des causes. Voilà. Donc, pour moi, je pense que ça ne nous appartient pas. Alors, bon, vous prenez la liberté de le faire. Je pense que ce n'est pas à nous de dire aux personnes concernées comment elles doivent s'organiser. L'objectif, c'est qu'elles s'organisent, qu'elles se mettent ensemble et qu'ensuite, elles trouvent les formes et les revendications. On en a entendu pas mal ce soir. Et effectivement, à partir du moment où on documente les situations, documenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver les formes de démonstration pour dire il s'est passé ça, là, dans tel lieu, et puis ça s'est passé avec telle personne, telle personne, telle personne. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que ce qu'on veut, si j'ai bien compris, ce que vous voulez, c'est d'instaurer un système de reçu détaillé sur ce qu'on vous demande comme argent pour faire quoi. Voilà. Donc ça, c'est une revendication concrète qu'on peut mettre en œuvre. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'action que le site a entrepris contre les missions diplomatiques et le travail des employés philippines qui ne touchaient quasiment rien et le combat que le site a mené pour qu'il y ait une visibilité et de la défense des droits. Parce qu'on est à peu près dans la même analogie. Vous avez créé aussi les précédents par l'enquête. Le site, il a mené plein d'actions dans plein de secteurs de la précarité. Je ne suis pas absolument sûre que l'objectif, c'est de faire la liste de ce que le site a entrepris dans l'économie domestique, par exemple. Oui, nous avons mené des batailles dans l'économie domestique et puis ça a permis effectivement de faire émerger de l'ombre, d'accord, de mettre à la lumière les situations, de les dénoncer, de les documenter et puis ensuite de pouvoir faire progresser les droits. Voilà. Mais c'est un système, je dirais, qui est valable, quel que soit le secteur de travail. Je vais juste compliquer un peu les choses, parce qu'on discutait hier soir avec Valérie, et puis moi, ce que j'entends tous les jours, les deux revendications majeures, hein, immobilier usurier, clairement, problème de cette grande liberté qu'ont les Européens à venir 30 jours sans payer d'impôts ni rien. Mais là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je comprends que vous ayez ces revendications, mais ce sont
imaginons au mieux qu'on arrive à faire ce syndicat qui est 300 cotisantes à 100 francs par année. Ok, ça nous fait du 30 000, on est d'accord. Oui, jusque-là, je ne me perds pas. Par exemple, l'UDC, qui a 15 millions par année en Suisse, fait tout pour que ces permis tombent, il n'y arrive pas. Comment vous, avec vos 30 000 francs, en étant basé à Genève, vous allez travailler au niveau du Conseil national en Suisse? Parce que les lois sur le loyer, l'usure, et les lois sur la migration sont des lois fédérales. Voilà. Donc, ok, mais ça n'empêche, c'est juste pour faire prendre, juste qu'on comprenne ici l'ampleur du problème. C'est un gros morceau là qu'on attaque. Voilà. Je dis pas qu'il faut pas les attaquer, mais c'est juste pour qu'on... Ouais. Faut pas faire d'aparté. L'histoire, c'est qu'en fait, la loi, elle existe, elle est bafouée par les bailleurs de fonds. La personne dont on parle... Vas-y. Allez-y. Oui, bonjour. Je m'appelle... Voilà, je m'appelle Sonia. D'abord, juste pour dire, je suis tout à fait d'accord avec Thierry. Avant d'être noir, avant d'être blanc, avant d'être jaune, avant d'être homme, avant d'être femme, avant d'être gay, avant d'être hétéro, on est des putes. Et c'est ça, la première chose, et c'est la première association qu'on doit avoir. On est de la même race, et ça, on ne doit jamais oublier, parce que de toute façon, c'est là-dessus que les gens vont nous attaquer en premier. D'abord, une chose. Bon, je viens de Belgique, alors je voudrais donner un petit peu ce qui se passe en Belgique. Par exemple, en Belgique, on avait essayé de faire un syndicat. Enfin, non, on n'avait pas essayé de faire un syndicat, on avait essayé de s'affilier à un syndicat très connu, le plus grand, la FGTB. Ils nous ont refusé, parce qu'ils estimaient que le travail du sexe n'était pas un travail. Le président de ce syndicat était tout à fait d'accord avec nous. Il voulait vraiment qu'on y aille. Il a d'ailleurs dit à ses affiliés qui ne comprenaient pas comment des marchands d'armes, des gens qui construisent des armes pouvaient être dans un syndicat et pas des gens qui vendaient l'amour. Mais bon, ça a été refusé. Alors, le monsieur qui a parlé, vous parlez bien, mais c'est un petit peu idéaliste. Tout petit peu. Parce qu'il faut quand même vous dire que les prostituées, c'est quand même un public particulier. Parce qu'on est des gens fragiles. Enfin, je parle en général, hein, je ne parle pas pour moi, ici je parle en général. C'est une population qui est quand même fragile, qui a des difficultés très particulières et qui parfois en association, je sais, parce que comme on a refusé de faire un syndicat, comme on nous a refusé d'être un syndicat, on a fait une association entre filles, etc. Et puis bon, il y en avait une qui avait fait le client de l'autre, et puis il y a eu ci, puis il y a ça. Et c'est quand même un public qui est... Voilà, il y a des... On est très sensible, voilà. Et parfois, les associations, ça peut partir en couille très vite. Donc, il faudra quand même trouver quelque chose de très solide pour tenir tout ça, autre que des oui, il faut le faire. Je crois qu'il faudra trouver vraiment des choses qui tiennent. Oui, mais je dis... Quant à porter plainte, parce que bon, moi en Belgique, je sais, à Bruxelles, on a un combat avec une collègue et moi. Par exemple, il y a le quartier, un des quartiers où il y a du proxénétisme immobilier. Ce sont tous des Turcs qui ont racheté les maisons. C'est des vitrines, à Bruxelles. Et là, par exemple, les propriétaires demandent 1 000 € par semaine. Mais il faut vous dire que c'est avec des Africaines qui prennent 15 à 20 clients le client. 15, oui. Parce que pour payer 1 000 € par semaine, elles font les clients à 15-20 €. Le client. Donc voilà, tout le monde le sait, la police ne fait rien, personne ne fait rien, et les filles n'osent pas porter plainte. Pourquoi? Parce qu'elles portent plainte, elles sont dehors. Donc ici, sans doute aussi, il y a sans doute des filles qui n'osent pas porter plainte contre leur propriétaire ou contre les salons, je ne sais pas, enfin bon, je ne sais pas toutes les formules qu'il y a possible, parce qu'effectivement, on se retrouve sans boulot. Au chômage, c'est encore bien, on se retrouve sans rien. Donc voilà, ce sont quand même toutes des particularités de la prostitution. Qu'est-ce que j'avais encore demandé? Oui. Ah oui, comme demander au loyer, parce que bon, justement, demander aux filles qu'elles disent au propriétaire, donne-moi un papier avec ce que j'ai redonné comme loyer, c'est complètement illusoire, ça. Ils ne feront ça jamais. Il y en a 50 qui attendent derrière. Donc voilà. Sí, Sonia. Con la policía. La corruption, habla de la corruption. Avant de continuer, j'aimerais qu'on ne dérape pas trop. On n'est pas là pour faire le syndicat aujourd'hui, les filles, ok? Alors calme. On est là pour voir qu'est-ce que c'est la solution meilleure. Et surtout, on est là pour écouter l'expérience de Thierry, qu'il a fait déjà ça à Paris, qu'il fait ça en Angleterre,
On est là pour écouter les problématiques qu'elles ont eues quand elles ont commencé à faire ça. On a écouté madame des syndicats de travailleurs et travailleuses de Genève qui ont l'expérience del terrain dans une autre profession, mais dans les choses pratiques. Comment ça fonctionne? Il a besoin d'un président, un secrétaire, un trésorière. 3 personnes. Après, on a besoin d'engager un avocat pour les choses juridiques parce que entre nous, je ne crois pas qu'il y ait d'avocats, non? Non? Ok. Alors, on ne dérape pas trop sur les revendications. Il faut qu'on se rencontre tous, qu'on se mette tous d'accord, qu'on fait des priorités sur les choses. Ce que Sonia dit, c'est très important. Nous, on ne peut pas jouer le rôle de discriminer, parce que ça va nous retourner en contre. Ça, c'est vraiment stupide de le faire. Comme dit comme dit Sonia tout à l'heure, on n'est pas des noirs, on n'est pas des blanches, on est des putes. Ok? Alors, sur ce terrain, on est tous d'accord. Voilà. Alors, moi, j'aimerais qu'on en profite vraiment de l'expérience de Thierry. Pour ce qu'il a commencé, ce mouvement-là. Alors justement, l'expérience de Thierry, c'est avant d'intégrer une branche sex work dans le GMB, c'était de finalement se fédérer en association. Alors est-ce qu'on peut avoir des détails là-dessus? Alors c'est en l'an 2000, Ana Lopez, qui était une travailleuse migrante du Portugal, qui a commencé par créer une association, effectivement. Enfin, elle a essayé de contacter la plupart des syndicats britanniques qui... certains, au titre individuel, étaient là en disant oui, on s'est intéressé, on trouve que c'est une bonne idée, etc. Mais il y avait toujours à un moment donné un blocage au niveau de l'organisation, soit parce que, oui, il y avait le fait qu'on n'était pas salarié, ou peut-être, je ne sais pas, il y avait des courants prohibitionnistes au sein du syndicat, des gens qui considèrent qu'on n'est pas un vrai travail, qu'on serait plutôt une violence contre les femmes, enfin, plein de sortes d'arguments. Donc, en fait, elle a créé une association qu'elle a appelée syndicat. Et puis ils ont commencé à essayer de s'organiser. Et puis, en fait, assez rapidement, au bout de 2 ans, une fois que ce syndicat a commencé à se faire connaître par les activités qu'elle faisait, un jour, elle allait à une conférence qui s'appelait Switch. Au tout début, je pense qu'il devait y avoir une centaine, peut-être. Je crois que non, jusqu'à 300 personnes, je crois qu'il y a eu dans cette association. Mais c'était mélangé aussi avec des alliés, des travailleurs. Donc je pense que de travailleurs, il devait y avoir une centaine. Et un jour, elle est allée à une conférence qui s'appelle Sweatshop Work. C'est tout ce qui est travail précarisé, décontractualisé, enfin tout ce qui est dans le contexte libéral actuel de travailleurs qui n'ont pas de contrat, qui ont des conditions très précaires, etc. Et il y avait des syndicalistes, dont le JMB, qui disaient oui, mais il faut quand même, ce sont des travailleurs, il faut quand même qu'on essaye de réfléchir à comment organiser ces travailleurs-là, même s'ils ne travaillent pas dans des entreprises traditionnelles, même s'il n'y a pas un lieu de travail fixe, même s'il n'y a pas forcément de contrat, etc. Et puis elle allait poser la question au monsieur du JMB à la tribune en lui disant moi justement, tout ce que vous avez dit, c'est exactement ce qui se passe dans mon industrie. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous recruter? Et il a dit oui, bien sûr, tous les travailleurs doivent rejoindre un syndicat de toute façon. Voilà. Et puis après, elle a dit voilà, moi je suis travailleuse du sexe. Elle a dit bon, d'accord, alors on va voir ce qu'on peut faire. Et donc au début, elle s'est dit que ça n'avait pas marché comme d'habitude. Mais en fait, finalement, ils sont revenus vers elle en disant si, en fait, on va organiser une réunion et on va créer une branche. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, par exemple, la situation en France, on espère avoir quelque chose de similaire. On se crée comme une association parce qu'en fait, quand on a créé le STRAS au départ, on s'est dit mais quels sont les statuts d'un syndicat? Et on s'est rendu compte c'est loi 1901. Donc l'équivalent d'une loi d'association. On s'est dit c'est facile, alors on devient une association de travailleurs, on s'appelle syndicat. Et donc on est un syndicat. Après la problématique, c'est que comme on est affilié, on n'est pas affilié à un syndicat généraliste. C'est vrai que politiquement, l'ensemble du mouvement social tend à nous exclure, que ce soit les partis de gauche ou les autres syndicats tend à nous accuser d'être des proxénètes ou je ne sais pas quoi, donc pour essayer de nous discréditer. Mais
Récemment, par exemple, on a eu un procès avec la vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France qui a dit qu'on était des proxénètes déguisés en prostituées. Donc on a porté plainte contre elle, justement. Par exemple, une des victoires du syndicat, c'était de porter plainte contre elle pour diffamation, et on a gagné. Donc, non, ça c'est une autre encore, ça c'est une autre histoire. Mais bon, tout ça pour dire que on s'organise comme on veut et qu'on on commence on peut commencer en tant qu'association. Peut-être que les syndicats ici présents ne sont pas forcément prêts à nous organiser tout de suite. Moi, je pense que de toute façon, qu'on soit travailleur indépendant ou pas, de toute façon, je pense que les syndicats doivent aussi s'adapter à la situation des travailleurs aujourd'hui telle qu'elle est. Si ce n'est pas le cas, on s'organise par nous-mêmes et au bout d'un moment, peut-être qu'on s'affiliera si on a envie de s'affilier à un autre syndicat. Mais c'est comme ça que la plupart des syndicats généralistes se sont développés aussi. À la base, c'était les travailleurs du gaz, les travailleurs de telle industrie, puis un jour, ils sont tous mis ensemble et c'est devenu une grosse structure. Je pense qu'on peut avoir une démarche assez similaire. En fait. Alors, avant de clore le débat, est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle, peut-être? Très bien. Alors, Angelina, tu voudrais le dernier mot pour conclure, peut-être? Bon, je sais qu'il y a deux autres personnes à part mes collègues, mais je m'adresse directement à elles parce que c'est nous qui on est directement concernés pour ce débat. Ça prend du temps faire un syndicat, en le sens que nous, il y a beaucoup de travail à faire avant d'établir qu'est-ce que vont être les statuts, qu'est-ce qu'elles vont être notre revendications. Je vous invite à tous à venir chez moi, à me parler, à me dire, écoute, moi j'aimerais qu'on va revendiquer ça. Si on peut faire une réunion, moi j'avais fait déjà une réunion il y a 15 jours avec plusieurs filles, Marit était là, il y avait plusieurs filles aussi. On a fait trois points déjà. On a fait 3 revendications que je crois que vous êtes tous d'accord. On a parlé justement de le droit d'être indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire être indépendant? Ça veut dire pas avoir quelqu'un qui gagne de l'argent pour notre travail. Okay? Et on aimerait qu'il n'y ait pas de mecs dans les salons, que les salons ils soient à les prostituées, pas qu'il y ait des mecs derrière qui exploitent, qui usufruient de ça. Et, on m'a parlé de la situation des loyers, que c'est directement lié à tout ça. Mais s'il y a des autres revendications que vous voulez qu'on mette, il faut me les communiquer, il faut que chacun le porte un peu sa goutte. Ça, c'est le commencement. Après, ça va prendre du temps, ça ne va pas être d'un jour à l'autre, mais c'est par là que ça commence. Je crois que d'ici à, je sais pas, à la fin de l'année, on peut réussir à faire quelque chose de bien. Alors, on va se donner le temps, vous pensez les choses, et il faut penser qu'il faut cotiser aussi. Ça, vous devez savoir les avantages et les désavantages aussi. Et 100 francs par année, c'est rien. Nous, on dépense 100 francs parfois par jour en conneries, et vous le savez bien. Alors, 100 francs pour faire quelque chose de bien, c'est pas mal. Hein? Il faut prendre quelqu'un pour qu'il fasse la comptabilité, quelqu'un qui soit de l'extérieur. Parce que vous savez, quand il y a question d'argent, c'est mieux être très délicat en ces questions-là. Alors c'est mieux prendre quelqu'un de l'extérieur qui regarde bien les comptes, un avocat qui soit expert. On a pensé à M. Samarunga, qui est déjà assez impliqué dans la question de la prostitution, mais elle est au Conseil d'État et elle est assez occupée, alors je ne sais pas si ça va jouer. Mais il y a d'autres personnes aussi qui pourraient le faire. Si c'est des bénévoles, encore beaucoup mieux. Si vous savez, on a tous des contacts avec plein de gens. Alors, si vous avez des contacts de gens qui peuvent être bénévoles en ce sens-là, c'est toujours bienvenu. À les autres personnes qui ne sont pas de mes collègues, qui ne sont pas des putes, ok. Je vous remercie beaucoup d'être ici, de tous les aides que vous pouvez nous apporter, de les idées que vous pouvez nous apporter. À Aspassi, un grand remerciement. À Thierry pour ses voyages en ces conditions de santé, comme ça, pas al maximum. À Sonia, c'est vraiment un plaisir que tu sois là. Tu ne te rends pas compte à quel point je suis content que tu sois là. Tu m'as vraiment beaucoup touché.
Madame la syndicaliste, je vous remercie aussi d'être ici parce que vous avez nous apporté un côté très concret de la chose. Nous, parfois, on est très idéaliste, on part là comme un fusil, mais les choses concrètes, il faut faire face à ça, à la réalité des choses. Et puis voilà, c'est tout. Alors, on va clôturer ce débat. On l'a dit en préambule, il ne s'agissait pas de trouver la réponse immédiatement. L'idée était peut-être d'avoir des éléments de réponse pour peut-être dessiner les contours de ce que pourrait être cette structure, ces moyens d'action qui répondraient à vos attentes. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.